Bonjour, je suis Cyril Attias, fondateur d'ADMS.Paris. Après une carrière de plus de 20 ans dans le digital, je veux donner la parole à ceux qui tirent les ficelles du monde du marketing et de l'influence. Marketing et influence, c'est donc le podcast où l'on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Vous êtes influenceur, directeur marketing ou communication, créateur de contenu ou tout simplement curieux d'en apprendre davantage sur le marketing d'influence? TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu? Alors arrêtez-vous ici et tenez-vous prêt à découvrir le nouvel invité du jour. On a aujourd'hui un portefeuille qui est relativement large. On gère plus de 1500 entreprises à Paris, du coup, qui font de la publicité en France, mais aussi à l'international. C'est un gros marché, il est sur le podium de l'Europe depuis le début, donc on a 150 millions d'utilisateurs en Europe, plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Donc il est clairement sur le podium, au coude à coude avec l'Allemagne et juste derrière l'Angleterre. Donc c'est un marché qui est ultra prioritaire pour nous et ce depuis le début. Ce podcast vous est présenté par ADMS.Paris, créateur de stratégies d'influence à impact. Bonjour, aujourd'hui je reçois Arnaud Cabanis, Managing Director et Global Business Solutions, TikTok France et Belgique. Arnaud supervise les relations avec les annonceurs et les agences sur ces deux territoires. Il pilote également la croissance du marché en collaboration avec différents partenaires. Dans cet épisode, Arnaud revient sur l'accompagnement des annonceurs en France, les différents formats publicitaires et des exemples concrets de campagnes qui ont marché sur la plateforme. Bonne écoute. Bonjour Arnaud. Hello, comment vas-tu ? Bien, et toi alors ? Ça va très bien, je te remercie. Alors Arnaud, est-ce que tu peux, donc on est chez TikTok aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques minutes ? Alors, mon parcours est relativement simple puisque j'ai eu l'opportunité de travailler dans pas mal de boîtes du digital, pas mal de boîtes du web. Donc j'ai commencé par vouloir être pilote de ligne, une opération tentée à 3 reprises. Donc j'ai voulu faire ma carrière dans l'aéronautique. Donc je suis rentré assez tôt chez Air France, j'ai commencé au sol avec pour espoir de finir dans un cockpit. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, j'ai postulé à l'époque chez Yahoo puisqu'ils recherchaient des gens qui parlaient relativement bien anglais et j'avais fait mes études en Australie. Donc c'était une opportunité pour moi de conserver mon anglicisme naturel et ce que j'aime, c'est travailler en anglais. Du coup, j'ai commencé ma carrière chez Yahoo. J'ai eu l'opportunité de rester chez eux jusqu'en 2009. En 2009, j'ai rejoint LinkedIn. J'étais d'abord basé en Angleterre. Je me suis occupé de la France, l'Espagne et l'Italie. Et je suis resté chez LinkedIn jusqu'en 2016. Avec un poste qui était après à Paris où je m'occupais notamment du pôle annonceur. J'ai ensuite rejoint Snapchat, donc la première équipe qui était arrivée au tout début du coup de l'ouverture de ce bureau de Snapchat en France. Et à l'époque, je travaillais sur tous les clients internationaux, donc les comptes globaux qui étaient basés à Paris mais qui rayonnaient à l'international. J'ai ensuite fait un passage chez Google de 2 ans et demi où j'ai plusieurs fonctions, notamment responsable de verticale autour de l'automobile. Et ensuite, j'ai travaillé sur le luxe et la beauté pour arriver ensuite chez TikTok. Donc TikTok, donc mars 2020. Quelques jours avant le confinement, j'ai eu l'opportunité de venir au bureau une petite semaine. C'était dans le Marais à l'époque. J'ai rencontré 3 personnes de chez TikTok et ensuite je suis rentré chez moi. Sacrée expérience. Tu t'en rappelleras de ça. Oui, je m'en souviendrai. Je pense que la partie la plus surprenante pour moi à l'époque, c'était le recrutement à distance. Ouais. J'avais déjà fait des recrutements, mais j'avais malheureusement jamais vraiment travaillé sur Zoom. Enfin, en tout cas, pas avec cette intensité-là. Et je me suis retrouvé à faire 7 entretiens par jour sur une période de 6 mois. Et j'ai vu du coup un maximum de candidats pour lancer cette activité commerciale sur le marché français. Oui, parce que c'était les débuts de TikTok en France, du coup, 3 personnes, recrutement massif, j'imagine, enfin important en tout cas pour constituer une équipe, en plein confinement, ce qui est pas simple. Et en même temps, TikTok a explosé, en tout cas au niveau des médias en France à ce moment-là aussi un petit peu. On a eu une accélération du phénomène TikTok à ce moment-là, quoi. C'est vrai que alors il y avait 4 personnes historiquement, donc il faut pas que j'en oublie un. Donc ils étaient 4. Donc j'ai été le 5e. Et oui, c'est vrai que ce qui a été incroyable pour moi, c'est de voir l'espace de quelques mois. Lorsque je vous ai dit que je venais chez TikTok au début, les gens pensaient que c'était une toute petite boîte et que je voulais sortir des grandes entreprises. Donc c'est vrai que la plupart des gens, même en partant de chez Google, me disaient du coup, tu vas aller sur quelque chose de familial, tu recherches une aventure qui sera moins importante que Google. Et c'est vrai que dans ma tête, je partais pour une aventure. Maintenant, à savoir quelle allait être cette aventure, c'était difficile à anticiper. En tout cas, ce que moi je voyais dès le départ, en fait, c'est les gens que j'ai rencontrés qui m'ont passionné. J'ai vraiment été fasciné par la culture d'entreprise dès le départ. Et puis ensuite, le produit, finalement, je me disais, si moi je
je suis fan de ce produit, j'y passe autant de temps venant plutôt de YouTube, où j'étais déjà très fan du produit, je me dis c'est qu'il y a quelque chose, je vais pas être le seul finalement à trouver que ce produit est absolument génial, surtout quand on commence à y passer un peu de temps. Donc tu as suivi ton instinct de user et tu t'es dit il y a un truc derrière à faire. Exactement. Je pense que pour être efficace dans son travail, moi je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait, et notamment les produits qu'on vend, et moi ayant plutôt une fibre commerciale très développée, ça me paraissait plus que naturel. De suivre mon instinct. Super. Donc aujourd'hui, on est en 2023, 3 ans après. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle aujourd'hui chez TikTok France, notamment je crois qu'il n'y a pas que la France, mais quel est ton rôle aujourd'hui dans la grande société qui est devenue TikTok en France? Bien sûr. Donc mon rôle aujourd'hui, ça va être un rôle plutôt tourné sur le B2B. Donc je suis directeur de la monétisation sur la France et le Benelux, et j'encadre toutes les équipes qui nous permettent de monétiser l'espace publicitaire de TikTok en France et au Benelux. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a que des annonceurs français. On a aujourd'hui un portefeuille qui est relativement large. On gère plus de 1500 entreprises à Paris, du coup, qui font de la publicité en France, mais aussi à l'international. D'accord. Avec toutes les typologies d'annonceurs que tu pourrais attendre dans une grande régie, du CAC 40, on va dire, à la French Tech, qui sont aujourd'hui les plus grands annonceurs de la plateforme. D'accord. Donc aujourd'hui, TikTok en France, donc tu as démarré à 4, enfin vous avez démarré à 5, pardon, avec toi, on va pas t'oublier non plus. Aujourd'hui en France, TikTok, c'est combien de personnes? C'est quoi? C'est une grosse équipe? C'est un gros marché? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu? Alors oui, c'est un gros marché, il est sur le podium de l'Europe depuis le début, donc on a 150 millions d'utilisateurs en Europe, plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Donc il est clairement sur le podium, au coude à coude avec l'Allemagne et juste derrière l'Angleterre. Donc c'est un marché qui est ultra prioritaire pour nous, et ce depuis le début. Pour ce qui est de parler des équipes, donc on s'est installé en France, tu as raison, en 2019, avec un tout petit bureau. Maintenant, tu peux le voir aujourd'hui, puisqu'on on est dans le locaux, on a des plus grands locaux. On s'est installé dans le deuxième il y a un peu plus de 2 ans. Et aujourd'hui, c'est des centaines de personnes qui travaillent pour TikTok sur le marché français, qui sont dans 2 grands pôles. Je vais essayer de faire ça le plus simplement possible. Donc, je pense qu'on reviendra sur la monétisation. Donc, je te propose de parler de l'autre pôle qui nous intéresse, qui est un pôle qui est tourné sur les contenus, l'éditorialisation, les relations avec les grands médias, mais également les relations avec les utilisateurs. Donc, dans ce premier pôle, tu as le pôle qui accompagne les marques médias et qui les permettent à se lancer finalement sur TikTok, à faire leur premier TikTok et à pousser leur premier contenu. Et tu as dû le voir, aujourd'hui, il y a énormément de marques médias qui sont présentes sur la plateforme, et c'est assez incroyable. D'ailleurs, il y a tous les formats, puisqu'on retrouve des chaînes de radio, des chaînes de télé, de la presse traditionnelle. Donc c'est assez incroyable de voir à quel point ça s'est diversifié en termes de contenu, mais aussi du coup en termes de courbe des âges. On reviendra là-dessus sur la courbe des âges. On a aussi toute une dimension, tu sais, autour des lives. Donc le live est un succès sur TikTok assez incroyable. Donc accompagner les créateurs dans leur premier live, leur expliquer comment ça fonctionne. Donc on a une équipe dédiée à Paris qui s'occupe exclusivement des lives et d'accompagner ces créateurs sur les lives. Pour ce qui est des créateurs, on a évidemment une autre équipe qui s'occupe de la relation avec les créateurs, qu'ils soient VIP ou non, des créateurs qui sont natifs TikTok ou d'autres qui viendraient potentiellement sur TikTok après avoir eu 2 expériences ailleurs. Donc on a une équipe qui est également dédiée aux créateurs. Et enfin, on a une équipe qui est relativement petite mais très importante, qui gère toutes les relations avec les labels, et notamment tout ce qui est musique. Voilà. Et ça, plus particulièrement, donc la musique, les concerts, les lives, toujours dans cette même dimension. Mais je trouve que ce qui est vraiment incroyable, c'est que ils gèrent notamment les artistes de demain. D'accord. Et ça, dans leur rôle, c'est d'identifier avec des labels des petits artistes qui n'ont pas forcément émergé, qui vont émerger sur la plateforme grâce à la communauté TikTok, bien sûr, qui est passionnée de musique. Et puis naturellement, le format qui est quand même très musical. Donc c'est vrai que cette équipe éditoriale, user, qui représente à peu près un tiers du bureau, elle est essentielle pour nous, puisqu'elle permet de faire venir des utilisateurs au quotidien et leur proposer une expérience qui est variée et diverse sur la plateforme. Et là, tu as un effet générationnel, j'imagine, parce que c'est souvent des jeunes talents qui essaient d'émerger, et là, vous les aidez et les accompagnez à pouvoir émerger le plus possible, tant qu'ils peuvent, ça dépend de leur talent, avec toutes les équipes qui peuvent les encadrer pour bien comprendre la plateforme et bien l'utiliser, parce que c'est vrai que c'est devenu un vrai phénomène de histoire perso, mais j'ai 2 ados, on va dire, et elles découvrent des chansons grâce à TikTok. Enfin, c'est devenu une curation de contenu, de chansons, de musique hyper développée, qui, je trouve, est pour le coup un move différent des autres plateformes, qui est peut-être au cœur du début de la marque, quoi, de la plateforme. Alors je dirais qu'il y a 2 grands profils de créateurs sur la plateforme. Tu as le créateur qui est arrivé, qui a grandi avec la plateforme.
Donc je vais t'en prendre 2 qui sont assez connus, Lena Situation ou Vito Vidéo, qui ont commencé sur TikTok et qui ont étendu petit à petit finalement leur savoir-faire à d'autres plateformes. Ouais. Donc eux, finalement, c'est parfois eux qui nous apprennent comment faire et comment reprendre certaines tendances ou savoir ce qui se passe exactement sur le marché français, parce qu'eux sont évidemment très proches du sujet. Et en effet, tu as des grands créateurs qui sont, genre, peut-être prendre un exemple, Loïc Prigent, qui du coup est le master de YouTube quand même, qui maîtrise hyper bien ces sujets et qui est excellent dans les formats longs et dans cette interprétation de la mode au quotidien qu'il fait auprès de toutes les plus grandes marques, qui a réussi du coup à trouver un nouvel angle et une nouvelle accroche sur TikTok hyper éducative. Et du coup, c'est assez étonnant de voir ce rapport qu'il a fait entre la plateforme de divertissement que peut être YouTube sur les formats longs et TikTok, où TikTok, il a pris cet angle tourné sur l'éducation et faire découvrir finalement les marques de luxe auprès de la Gen Z et des millénials. Ouais, moi je dis toujours TikTok a inventé une nouvelle narration de contenu avec un nouveau format, une nouvelle expression, et c'est ça qui à mon avis plaît aussi aux gens, c'est que on a quelques minutes, beaucoup de minutes des fois, ça dépend des formats, mais c'est vrai que c'est intéressant dans la façon du montage, de la narration, et même, je pense, pour le créateur, l'exercice doit être hyper intéressant de passer d'un format long à un format court, mais en même temps de se réinventer dans la valeur de proposition. Parce que c'est ça qui est intéressant pour des créateurs, normalement, c'est toute l'expression qu'on peut lui donner, quoi. Alors, c'est vrai que au début, c'était une expérience qui était très visuelle et relativement courte, avec l'usage de la musique qui était finalement un des fondamentaux pour se lancer. Il y avait tout un panel créatif qui a été mis en place dès 2020 et on a fait évoluer ça avec, je sais pas si tu connais l'application CapCut qui appartient, qui est vraiment incroyable, qui permet d'aller assez loin dans l'expression de ton talent et notamment, je pense, dans l'articulation des contenus là, et comment tu souhaites les mettre en ordre et les utiliser et proposer des mouvements. Donc cette notion de mouvement, elle est très forte et on s'est rendu compte via la communauté, c'est pas parti d'une équipe produit, c'est parti de la communauté qu'il fallait faire évoluer le format, qui avait une envie finalement de changer le storytelling, de raconter des histoires, et petit à petit en fait que ces outils créatifs allaient continuer de servir, mais pas que, et qu'il y avait des gens qui avaient très envie d'aller sur des formats longs. Donc on est passé de 15 secondes à 1 minute, puis 3 minutes, et enfin maintenant, comme tu le décris bien, 10 minutes, qui est du coup le plus long qu'on va retrouver sur TikTok. Et ce qui est très drôle, c'est que la plupart des créateurs qui ont joué le pari du long, en fait, arrivent à avoir des niveaux de viewability et les gens vont assez loin finalement dans cette expérience longue. Ouais, peut-être qu'ils veulent aller un peu plus loin que le court et en même temps, j'imagine que le contenu est différent. Et aujourd'hui, comme on reste énormément de temps sur la plateforme, je sais plus quels chiffres j'avais en tête, mais en tout cas, on reste assez longtemps sur la plateforme tous les jours. Quand on aime un créateur, on veut aller encore plus loin. Donc, on veut peut-être suivre ces 10 minutes de contenu facilement, je dirais. Peut-être plus qu'ailleurs, parce qu'on est en condition de pouvoir l'écouter et être en contact avec lui régulièrement. Oui, il y a aussi, je pense, l'autre état de fait, c'est que on est une entreprise qui où c'est vrai que la notion de premier degré, deuxième degré, donc les notions d'amitié sont moins importantes. Oui. Et c'est finalement les contenus que tu aimes le plus qui vont être poussés sur la plateforme. Donc c'est très important pour nous de respecter ça et de s'assurer que d'une part l'expérience elle soit unique, ultra authentique dans le discours naturellement. Je pense que ça tout le monde est d'accord pour dire que TikTok est authentique. Et d'ailleurs la plupart des tendances commencent sur TikTok, on s'en rend bien compte. Parce qu'il y a cette dimension authentique. Je ne sais pas si tu le sais, mais un des hashtags les plus utilisés en France, c'est l'humour. Donc c'est quelque chose qui est donc l'authenticité et l'humour sont assez proches. Donc c'est vrai que cette notion finalement de pousser des contenus de tes amis est moins importante. Ce qui rend, je dirais, de facto dans l'algorithme, c'est que tu aimes ces contenus et du coup par défaut on va essayer de te pousser des sujets ou des sujets d'intention, des sujets d'intérêt ou des créateurs spécifiques qui ont un talent pour un sujet que tu aimes bien. Du coup, rentrons dans la question un peu avant, mais est-ce que vous définissez comme un réseau social ou une plateforme d'entertainment un peu différemment, un peu comme YouTube par exemple, qui peut être à son niveau une plateforme de divertissement? Moi, je suis convaincu que c'est une plateforme de divertissement. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu peux télécharger l'application, t'inscrire et te lancer tout simplement sans rentrer aujourd'hui dans du téléchargement de répertoire, etc. pour pouvoir savoir qui est connecté et commencer à avoir du contenu. T'as énormément de gens qui ont très peu d'amis sur TikTok, qui s'y connectent tous les jours. T'en as d'autres qui produisent du contenu 2 à 3 fois par jour et qui n'ont pas forcément beaucoup d'amis, mais qui ont malgré tout beaucoup de vues sur leur contenu parce que les contenus sont ultra authentiques et originaux. On dit souvent que le premier TikTok peut être le bon. Ce qui est difficile à faire, je dirais, dans une dimension de web 2.0, donc un web connecté avec un tissu social. Donc,
ce serait prétentieux de dire que TikTok est un web 3.0 autonome, mais malgré tout, il y a une forme d'autonomie dans la façon dont on opère les contenus et on les relaie auprès de nos audiences. Moi, je vois les comportements des créateurs aujourd'hui, et même des marques, enfin des annonceurs aujourd'hui. La notion d'amitié, comme tu le mentionnais, et de popularité, je dirais, est peut-être moins importante dans le critère. C'est-à-dire qu'on va pas regarder les followers ou les abonnés. Par contre, on va regarder l'édito, le contenu et les vues, évidemment, qui vont avec. Mais ça, c'est la magie de l'algorithme. Mais on est plus attentif, je trouve, côté professionnel, en tout cas marque, agence et créateur, sur la qualité du contenu et la viralité du contenu que par le statut de popularité, de célébrité qu'on peut avoir avec notamment les notions d'amis ou de followers sur lesquels on est. D'accord. Et ça va dans la tendance du moment, je trouve, pour le coup. Je pense qu'il y a une volonté de la part des nouveaux utilisateurs qui se connectent à la plateforme de bouleverser un petit peu les codes de l'image traditionnelle qui, si on reprend l'exemple que tu prenais d'une marque qui va communiquer auprès de son audience, Gen Z, millénial, peu importe, c'est une communication qui est très descendante et qui est souvent figée parce que ça rassure la marque et ça permet de contrôler un petit peu ce qu'on fait. Donc TikTok est venu bousculer ça avec une communication qui vient plutôt du coup de la communauté. Donc il y a un espace de discussion qui est relativement fort. Je pense que la première chose qu'on fait lorsqu'on rencontre un annonceur, c'est de lui montrer un petit peu déjà ce qui se dit sur sa marque, et en général ils sont hyper étonnés. Mais déjà ils sont déjà super étonnés de voir la puissance du moteur de recherche qu'ils vont retrouver sur la plateforme. Et c'est vrai que le moteur de recherche de TikTok aujourd'hui, je sais pas si tu as suivi un peu les chiffres, on dit que c'est 40% des requêtes mondiales de la Gen Z. Donc il y a plein de chiffres qui sont sortis sur la puissance de ce moteur de recherche. Il y a un widget qui est sorti cette semaine pour directement depuis du coup iOS de pouvoir te connecter et poser tes questions depuis ton widget iOS. Donc il y a une puissance du moteur de recherche qui est très forte, ça c'est évident, pour aller sur la découverte de contenu, mais aussi pour revoir en tant que marque ce qui se dit sur ta marque. Bah oui, j'ai beaucoup de marques qui ne sont pas présents physiquement, officiellement en tout cas sur la plateforme, et qui pensent maintenant, vu le succès de certains hashtags qui sont très populaires et qui ont mis en avant leurs produits naturellement, et ça pour eux c'est un super laboratoire, parce que pour le coup ils observent ce que font les users avec leurs produits, et ensuite ils décident d'y aller ou pas, et en même temps c'est une stratégie aussi qu'il faut alimenter. Donc c'est vrai que ça déstabilise pas mal l'annonceur de se dire voilà, il faut lâcher encore plus qu'avant les rênes de la marque. Et ça c'est le sujet peut-être le plus compliqué, je trouve, pour les marques. Le cas historique dont tu as certainement entendu parler s'appelait ELF, Eyes Leap Face. Donc ELF c'est 2020, et en fait la chanson a tellement trendé sur TikTok, il y a tellement de gens qui ont essayé de s'emparer de cette tendance qu'elle a fait plus d'1 milliard d'écoutes sur Spotify. Et ensuite, la marque a décidé de la lancer dans l'App Store. Elle s'est commercialisée et c'est devenu une vraie chanson. Et c'est vrai qu'on a eu énormément de marques françaises qui ont voulu recréer ça. Alors, on a eu notre Eyes Leap Face à la française, notamment avec L'Oréal, sur certaines marques de skincare, mais aussi avec Caudalie, également sur du skincare. Donc, c'était intéressant de voir que les marques françaises se sont vite appropriées aussi cette envie de devenir la marque la plus populaire sur TikTok. Ouais, ça c'est un challenge de tous les jours. C'est qui va être la prochaine star de TikTok. Parlons des marques justement. Donc dans ton rôle de chef de la monétisation en France et Benelux, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi et ton équipe ou certaines équipes accompagnent les marques justement sur la découverte de TikTok et ou la monétisation qu'on peut en faire? Bien sûr. Alors, l'équipe est organisée en deux. Donc, on a une équipe qui gère les petits et les moyens clients. D'accord. Qui, elle, va être dédiée à la petite entreprise. Et notamment, ils ont la possibilité de travailler avec des marques via une carte crédit ou Shopify, directement, en fait. Donc, ça, c'est une équipe dont je m'occupe pas. Moi, mon équipe va être plutôt sur ce qu'on appelle enterprise. Donc, on va dire la grande entreprise en français. Et au sein de cette dynamique enterprise, on gère à peu près 1500 clients actifs. Donc c'est une belle équipe et un service client qui est basé exclusivement en France pour couvrir l'intégralité des comptes français. Donc ça c'est notre organisation. En termes de répartition entre le pôle annonceur et le pôle agence, à peu près de 80-20. 80% des gens travaillent directement avec des annonceurs, 20% travaillent avec des équipes agences. Le rôle essentiel de TikTok, déjà, c'est un rôle d'éducation. Donc lorsqu'on va faire un premier rendez-vous avec une marque, l'idée, c'est de passer un petit peu de temps à leur faire découvrir l'application. Et cette notion de découverte, elle est super importante. Il y a, comme tu l'imagines, beaucoup de partis pris au sujet de l'application. Donc déjà, la première chose, c'est de parler un petit peu des âges. 67% de l'audience a plus de 25 ans.
Et c'est vrai que quand on arrive chez un annonceur traditionnel, c'est pas ce qu'ils ont en tête. Non, et il découvre complètement. Et quand on lui parle d'1 milliard d'utilisateurs, il est surpris. Ouais. Donc déjà, la première chose, c'est de leur faire découvrir l'application, et ensuite on essaie de montrer un peu ce qu'on aime. Moi, je suis un passionné d'aéronautique, il y en a qui sont passionnés de littérature. Chacun va montrer un petit peu ses passions et essayer de faire découvrir en fait TikTok par le prisme de son algorithme et de son expérience personnelle. Exactement. Humain, algorithme humain. Exactement. Donc avant même de parler des formats, on essaie de rentrer déjà par l'application et l'utilisateur, puisque finalement c'est l'utilisateur qui est clé, qui est au centre de tout depuis le départ, le créateur aussi. La deuxième partie, c'est évidemment faire découvrir cet univers, cet écosystème de créateurs. Il y a énormément de marques qui vont choisir de se lancer pour faire de la publicité traditionnelle sur TikTok, mais d'autres qui vont dire je veux établir une présence de marque. Il y a de plus en plus de marques. Alors je parle pas de marques médias, mais je parle de marques qui décident de se lancer sur TikTok en organique. Donc souvent, on va commencer par montrer les bonnes pratiques, comment se servir d'une chaîne organique sur TikTok, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes d'engagement, comment faire que ce soit un succès. On va parler un petit peu de nos outils. Donc, on a des outils d'aide à la création publicitaire, des outils qui nous permettent de retrouver toutes les tendances de TikTok. Et ça, c'est accessible à tous les annonceurs français qui peuvent se connecter via un lien. Donc, en fait, on envoie ce lien, on leur fait des petites démos, leur dire ça, c'est pour construire ton format. Ça, c'est pour reprendre le catalogue musical. On a à peu près 8000 chansons qui sont libres de droit, excuse-moi. Et enfin, à la partie sur comment trouver les tendances et les dernières tendances de l'application, parce que tu te doutes bien, ce que je disais tout à l'heure, la communauté est volatile, agile et rapide. Donc, à nous d'aider les marques, finalement, à saisir ces informations pour pouvoir s'en emparer. Donc, au début, c'est beaucoup d'éducation. Énormément évidemment, d'éducation. t'as des interlocuteurs en face qui sont pas forcément des experts de la plateforme, évidemment. Complètement. Enfin, même leurs équipes qui connaissent, évidemment, mais sont pas rentrées dans le sujet. Donc, il y a quand même un vrai sujet d'éducation et de compréhension de la plateforme. Et versus ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut lire à droite à gauche, qui est quand même un sujet. C'est vrai que le 67% de plus de 25 ans, c'est pas un chiffre qu'on a en tête naturellement, mais ce qui est une vérité, donc c'est plutôt chouette. Et qu'il faut aussi convaincre les annonceurs que c'est pour eux, quoi. Lorsque les annonceurs essayent, que ce soit en termes d'économétrie ou en termes de viewability et de performance, globalement, on a peu de mal à les faire revenir. La première fois est un petit peu la plus difficile. Il y a beaucoup de marques qui hésitent. Je te parlais tout à l'heure de communication descendante. Ça secoue évidemment la communication traditionnelle. Donc, tu as des marques qui sont rentrées par le produit, bien sûr, ce qui paraissait le plus logique. Mais tu as de plus en plus de marques françaises qui vont rentrer par un angle de corporate, de responsabilité RSE, ou parfois du recrutement, qui vont essayer de séduire des nouvelles générations pour venir travailler chez eux. J'ai plein d'exemples. Le Club Med notamment, qui est un super sujet, qui a 2 pages, qui a une page produit où tu retrouves tous les codes du Club Med, et une page qui est dédiée au recrutement, qui s'appelle Club Med Jobs. Et d'être plus en plus de marques françaises, finalement, qui essaient de varier les contenus et de diversifier aussi les intentions, que ce soit sur des intentions de vendre des produits, mais également d'aller recruter, finalement... En même temps, c'est leur vivier sur TikTok, du coup, de candidats, je parle. Autant l'utiliser pour ce qu'il sait faire, c'est-à-dire toucher leur cible et toucher donc les futurs candidats. Et puis on en revient finalement à la plateforme et ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire que délivrer des messages relativement courts mais authentiques, des témoignages de salariés qui finalement sont déjà dans l'entreprise, ça donne plus envie qu'un message corporate et d'un site corporate traditionnel qui a aussi sa raison d'être, soyons très clairs. Mais on va dire qu'en complémentarité, on va apporter beaucoup de choses. Ça permet aussi un peu au DIRCOM classique de se dire tiens, sur TikTok j'ai le droit d'être rigolo. Versus sur mon site, j'ai pas le droit. C'est ma récréation. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent énormément, et du coup on a des échanges qui sont assez engagés. Les marques nous donnent beaucoup de temps pour passer du temps avec eux, et on a un studio aussi en interne. Alors on a 2 équipes. On a une équipe qui s'appelle Brand Strategy, qui s'occupe de les inspirer sur leur catégorie et leur verticale. Donc c'est principalement des études mises à la disposition des marques où on va faire des sessions d'inspiration pour les aider à se lancer. Et ensuite, on a un studio qui s'appelle le Creative Lab, qui permet de faire de l'idéation créative, de sa conception, rédaction à la création. D'accord. Où là, on va vraiment aider à se lancer pour la première fois. Après, on a un dernier écosystème qui est un écosystème partenaire sur le marché français, où tu as plus de 25 agences TikTok qui sont prêtes à développer et créer des formats spécialement pour la plateforme, ou à retravailler des formats existants pour la plateforme TikTok. D'accord. Donc vous ne faites pas les formats pour les marques, vous les éduquez, vous les conseillez, vous les guidez. Principalement. Mais pas sur la fabrication. Sur certains grands projets, on va fabriquer également. Oui. D'accord. Donc on est capable de le faire via ce Creative Lab dont je te parlais. Qui a un vrai rôle actif du coup, qui est vraiment... Bien sûr. Oui, qui fait partie pleinement de l'équipe France et qui en effet a lancé énormément de marques. On reparlera tout à l'heure peut-être de La Redoute, mais les premières campagnes qu'on a eues en France à l'époque à succès,
ont émané d'une agence créative, du Creative Lab et évidemment d'un client. En l'occurrence, c'était La Redoute à l'époque. Donc oui, absolument. Donc je t'ai parlé un petit peu de comment on veut dire la partie éducative. Oui. Ensuite, on essaie d'expliquer les formats. D'accord. Et je terminerai là-dessus. Donc le premier parti pris en France, c'est TikTok ne vend que des hashtags challenge, des challenges sponsorisés. Le format n'existe plus, donc souvent ça fait une petite discussion avec l'annonceur qui est intéressante. Donc on essaie de leur dire, écoutez, en fait, il a eu un grand succès. On a vu également les limites de ce format et on l'a fait évoluer. Ouais. Donc aujourd'hui, ça s'appelle la mission sponsorisée, la branded mission, qui est un format beaucoup plus abouti, qui nous permet de lancer des briefs, mais surtout de contrôler le retour des utilisateurs lorsqu'ils nous renvoient les vidéos suite à un brief d'une marque pour développer du contenu UGC. Donc on appelle ça le User Generated Advertising, c'est quelque chose dont on est très fier, c'est un format qui est exclusif et propre à TikTok. Donc on a lancé ça il y a un peu moins d'un an et je dirais qu'on a toute une suite de produits autour de la notoriété qui séduit beaucoup les marques et qui, on va dire, les aide à mettre le premier pas et à arriver sur TikTok sur une dimension de notoriété. Ce qui surprend le plus les annonceurs, pour terminer, c'est tout ce qu'on fait autour de la considération et de l'action. Donc, cette idée, finalement, d'être en complémentarité d'autres plateformes. Aujourd'hui, un utilisateur sur 2 sur TikTok n'est que sur TikTok. Donc, en fait, de leur dire que ce qu'ils font avec les autres plateformes, c'est très bien. Et que nous, on peut proposer une expérience qui va un tout petit peu plus loin dans la considération. Et notamment, de faire évoluer les attributs de marque à « j'ai vu la marque », de « j'ai envie de l'acheter ». Et ça, c'est quelque chose, ce qu'on appelle le messy middle, donc cet empire du milieu un petit peu compliqué à saisir pour les marketeurs. Finalement, il s'exprime très bien sur TikTok et on arrive très bien à faire bouger les lignes sur TikTok, que ce soit pour des très grandes marques ou pour des marques qui sont nées sur le digital. Donc, je pense notamment à L'Oréal, naturellement, qui est un expert de la considération, qui travaille avec énormément de créateurs. Aujourd'hui, il y a plus de 800 000 créateurs qui sont disponibles sur notre place de marché. Donc, il y a énormément de créateurs qui sont dispo. Il y en a qui sont connus, avec lesquels on travaille. Donc, on a aussi un studio dédié aux créateurs pour les mettre en relation avec des marques. Et enfin, d'autres marques qui ont utilisé nos créateurs, mais qui, elles, sont experts du digital, comme Back Market, qui est un grand succès de la plateforme l'année dernière. Elles ont gagné le Grand Prix de la création française sur TikTok. Donc, une marque qui sait faire de la considération et qui sait utiliser les créateurs au profit de sa marque. Donc là, sur les créateurs, par exemple, une marque vient vous voir en disant « j'ai un problème de notoriété ou de considération ». Là, vous pouvez les mettre en relation avec des créateurs que vous avez sourcés, que vous avez identifiés, pour qu'ils puissent travailler ensemble quelque part pour faire le contenu et qui sera plutôt qualitatif, j'imagine, et que vous allez pousser après avec les différents formats. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs options. Il y a l'option d'une marque qui n'a pas d'agence et qui souhaite que du coup, sur TikTok, que ce soit nous qui pilotions tout ça. Donc là, en fait, tu as un account manager dédié qui va s'occuper de tous tes projets d'influence. Il n'y a pas de pub. Donc, c'est une équipe qui est complètement distincte. Et ils vont passer par cette plage de marché, donc la Creator Marketplace. Et sur la Creator Marketplace, tu peux sélectionner, envoyer des contrats, piloter tes contrats directement depuis cette place de marché. Elle est disponible aussi pour les marques. Donc, tu as des marques qui nous disent non, c'est moi qui gère. Donc, ils ont leur studio d'influence en interne. Donc là, notre rôle, c'est de former, leur montrer comment ça marche. Ils vont nous appeler de temps en temps parce qu'ils ont un sujet où ils vont nous dire tiens, je lance une nouvelle catégorie sur la food. En France, on a quand même pas mal de sujets art de vivre, plus que sur les autres marchés. Donc ils vont dire tiens, là j'ai besoin de vous, on cherche quelqu'un sur la food, est-ce que vous avez quelqu'un à nous recommander et du coup là notre rôle c'est de la recommandation. Et enfin le dernier rôle qu'on a, c'est avec les agences. Donc il y a énormément d'agences d'influence, tu t'en doutes, des agences qui sont de plus en plus sur le sujet TikTok. Donc on a vu une émergence de ces agences-là très forte sur les 24 derniers mois. Donc là pour le coup notre rôle c'est vraiment de les aider comme on aiderait n'importe quel fournisseur et de leur montrer un petit peu comment ça marche. Là tu parles d'agences d'influenceurs. D'influenceurs. Tous ceux qui ont des labels d'influenceurs. Exactement. Qui gèrent aujourd'hui des créateurs. Qui vont normalement aider les créateurs à grandir sur d'autres plateformes natives. Exactement. Donc du coup c'est vrai que c'est pas uniquement lié à TikTok en général, mais on va dire nous on les aide sur la dimension TikTok. C'est vrai que beaucoup d'influenceurs, enfin de créateurs, passent d'une plateforme à l'autre. Alors nativement, historiquement, parce qu'ils sont nés sur YouTube d'un côté ou sur d'autres plateformes, et qui se posent la question de se lancer sur TikTok et ils savent pas trop comment non plus. Donc ça, je pense, que c'est un vrai rôle conseil sur lesquels on est souvent interrogé, mais on a des réponses, mais ça dépend de chacun aussi, quoi, parce que c'est pas unique. Et aujourd'hui, on peut venir. Donc, tu nous as parlé de la carte bleue. On peut venir acheter en carte bleue du média
sur TikTok, si on est une petite entreprise. Tout à fait. Tu as aussi des équipes qui sont pas dans tes équipes directement, mais qui gèrent ces petits comptes, je dirais. Petits et moyens clients. Et moyens clients. Aujourd'hui, il y a un minimum pour être géré par un account manager chez toi, dans tes équipes. Alors, c'est une histoire de taille. Oui, c'est plus une histoire de potentiel. Donc, si je devais reprendre peut-être les clients qui sont gérés, donc il y a des clients qui souhaitent être autonomes déjà, et qui ne souhaitent pas du tout passer par nous ou avoir un contact direct avec nous. Donc là, je parle de marques qui sont en général digital native, indies, qui ont en fait, qui maîtrisent très bien les autres plateformes et qui se disent en fait, j'ai ma CB, je me débrouille. Très bien. Et donc ils refont plus ou moins la même chose que ce qu'ils font ailleurs. C'est relativement rare. Mais on en a du coup quand même quelques-unes. Ensuite, à ceux qui, pour le coup, ne savent pas faire et qui souhaitent se lancer sur TikTok, puis surtout qui souhaitent avoir une ligne de crédit, une facturation à 60 jours. Donc, plus simple. Voilà. Évidemment, ceux-là, vont essayer de passer par nous, ou rentrer en contact avec nous naturellement. Ils ont plusieurs façons de le faire. Donc, ils peuvent nous contacter directement depuis la plateforme Ads Manager, mais on a aussi des sites marketing qui permettent de se connecter avec nous. Enfin, je dirais que les clients à fort potentiel ou ceux qui ont envie en tout cas de déployer une présence sur TikTok, qui nous ont contactés soit par une agence média, soit qui nous a contactés en direct, sont des usual suspects qu'on connaît tous, toujours les mêmes. Donc on va dire les grands annonceurs que tu connais, et aussi cette émergence quand même de la French Tech qui a été extrêmement porteuse pour nous ces 2 dernières années. French Tech, par exemple, t'as un exemple à nous citer, Back Market par exemple, Vestiaire Collective, Voodoo. Et des plus petits clients qu'on connaît moins, et des clients B2B, j'en cite un parce qu'on est relativement fiers. On travaille depuis bientôt 1 an avec Travaux.com. D'accord. Et on les aide en fait à faire des formats de génération de leads sur TikTok pour trouver des artisans. Parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre pour Travaux.com, c'est pas le volume de requêtes, c'est de trouver les gens les artisans qui acceptent de remplir ces requêtes. Parce que du coup, sinon, ça a une expérience hyper déceptive pour le user. Et je crois qu'il y a il se donne un temps donné pour trouver quelqu'un pour faire les travaux chez une personne. Et du coup, ce temps-là est extrêmement précieux. Donc, on est très fiers. C'est un cas qui est public, celui avec Travaux.com. Donc, on mettra en description. Oui, non, parce qu'il est intéressant. Pour le coup, il est un peu. Non, mais c'est vrai que d'abord parce que c'est de la génération de leads humaine et du coup, je trouve que c'est super intéressant de voir en fait l'engagement que ça crée sur une plateforme comme la nôtre. La génération de leads, on maîtrise, on l'a déjà fait avec le ministère des Armées. On a énormément de campagnes de recrutement sur la plateforme, mais c'est vrai que celle-ci est particulièrement, je trouve, intéressante. Bah oui, parce que pour le coup, tu rends un vrai service pour le coup, et après, il faut qu'il y ait l'audience derrière pour. C'est ça. C'est pas tout de postuler, mais il faut savoir faire les travaux. Exactement. Et puis moi, tu sais, passion pour le B2B. J'étais chez LinkedIn pendant longtemps, donc les annonceurs B2B, ça a été une grande partie finalement de. Et c'est vrai que le recrutement, on n'y pense pas naturellement, mais c'est vrai que c'est un super vivier de talent ou de profils qui sont intéressants pour les marques, quoi. Tout à fait. Alors, il y a eu pas mal de sujets sur le social commerce. Tout le monde y est arrivé un petit peu, plus ou moins. C'est toujours en discussion. Depuis presque 15 ans que j'ai l'agence, on en parle depuis le début. C'est des fois des réalités, des fois des trucs plus compliqués. Est-ce que chez vous, c'est quoi les stratégies de développement que vous pouvez avoir sur le social commerce? Parce que comme on peut recruter des gens, j'imagine que on peut vendre aussi naturellement via la plateforme ou pas. C'est quoi votre vision là-dessus? Alors, la première vision, c'est le rôle de la communauté autour du commerce. Donc, on a commencé à travailler avec les marques sur cette dimension de community commerce il y a à peu près 2 ans, avec ce principe de dire on va proposer à des communautés finalement de faire découvrir des produits et de les vendre sur la plateforme. Directement depuis TikTok, ou en tout cas de renvoyer vers un lien, ou d'avoir ce rôle, on va dire, de pousser une action qui va générer une vente directement chez l'annonceur. Depuis, on a lancé plus d'une vingtaine de formats qui sont dédiés à l'action, à la vente de produits, de catalogues, de services, qui permet en fait directement depuis les formats TikTok de mettre en avant certains catalogues, certains produits, qui permet évidemment de faire ce qu'on appelle du dynamic advertising. Donc tout ça sont des choses qui sont déjà disponibles sur la plateforme et qui ont une connotation et une dimension shopping. D'accord. La chose qu'on n'a pas encore lancée, pour répondre à ta question, donc les lives sponsorisés existent. Donc tu as la possibilité en tant que marque de faire un live sponsor, que tu sois une grande marque de couture ou que tu sois un voyagiste qui souhaite faire du déstockage de voyage. Ça existe sur TikTok et on en voit de plus en plus. Là, tu n'as pas la possibilité de pouvoir acheter directement depuis la plateforme. Donc, en général, tu as une redirection sur site. Tu peux faire une mise au panier, tu peux faire une redirection sur site.
On a quand même énormément d'options de shopping qui sont disponibles aujourd'hui directement depuis la plateforme. Mais on n'a pas la possibilité, nous, pour l'instant en France, de piloter et gérer des stocks après un live, par exemple, qui aurait été organisé par un de nos créateurs. C'est des choses qui existent ailleurs ou c'est des choses qui existent ailleurs, tout à fait. Donc pour l'instant, qui ont été testées sur pas mal de marchés, principalement en Asie du Sud-Est, en Angleterre et aux États-Unis. Donc on est encore en phase de test. L'idée étant qu'on veut lancer le mieux possible sur le marché français. Donc j'ai pas de date à te communiquer. J'espère que c'est des choses qui arriveront. Mais difficile encore à dire quand, parce que on veut vraiment y aller le mieux possible. C'est ça. Ouais. Après, c'est intéressant du coup, parce que c'est une genre de marketplace que tu peux ouvrir. Marketplace, oui, on peut dire ça comme ça, mais sur lesquels le parcours consommateur est moins. Il y a moins de rupture évidemment, parce que du coup, on reste dans la plateforme, c'est beaucoup plus fluide pour l'utilisateur, j'imagine. Et c'est ça que les gens cherchent, quoi, parce que le social commerce, on l'a souvent résumé à la redirection, qui du coup n'est pas un vrai social commerce, mais qui est un lead, un drive, oui, c'est ça, une mise au panier, un car configurateur pour les bagnoles. On est d'accord. Une bannière fait pareil, quoi. Oui, c'est ça. À l'époque. Absolument. Donc c'est pas du vrai social commerce. Je suis d'accord. Peut-être le point de différenciation, c'est tout ce qui va être lié à la micro-influence, où je pense qu'on a un rôle à jouer qui est essentiel, ou peut-être par rapport à d'autres plateformes, où eux vont parler de leaders d'opinion principalement. Oui. C'est vrai que par rapport à la mission sponsorisée dont je te parlais tout à l'heure, tu as la possibilité de briefer tous les créateurs français, petits ou grands, de toute taille en fait, qui aujourd'hui ont un compte certifié, qui produisent du contenu plus de 3 fois par semaine, qui ont plus de 1000 personnes qui les suivent. Toutes ces personnes peuvent contribuer à une mission. Ça, c'est les critères. C'est les critères, oui. 1000 personnes. Donc tu vois, c'est pas non plus, on n'est pas dans des centaines de millions. Donc le travail de la micro-affluence, je pense qu'on est en train de le révolutionner à travers la plateforme dont je t'ai parlé. Donc tout ça est disponible directement depuis TikTok Ads Manager. Donc tu as la possibilité quand même de lancer des campagnes tournées sur la communauté pour pouvoir faire la promotion de produits et de services. Alors là où je te rejoins, c'est que on n'a pas encore la carte bleue qui est pluguée sur TikTok et tu peux pas, on n'a pas ton adresse, on peut pas t'envoyer des produits et des services. Pour ça, il faut quand même que tu ailles sur le site de l'annonceur. Ok, bon, ça va venir. En tout cas, c'est l'expérience utilisateur qui doit primer par rapport exactement. À tout ça, pour moi, c'est l'utilisateur doit rester au centre de toutes nos décisions. Ça doit rester une démarche quand même positive. On en parlait tout à l'heure, l'authenticité est clé sur TikTok. Donc on veut rester quand même sur ce qui fait notre force. Le dernier point, c'est que si tu regardes en 3 ans ce qui s'est passé dans la régie, partant du challenge sponsorisé avec des gens qui dansaient, à aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plus de 30 formats et une grande majorité qui sont dédiés à l'action et la vente. On se déploie super vite, on comprend vite nos erreurs, on essaie d'évoluer le plus rapidement possible et d'avoir un produit publicitaire qui réponde à toutes les attentes des annonceurs. Et toi qui es passé par une grande boîte plutôt américaine, on va dire, dans la tech, donc LinkedIn, Google, est-ce que tu vois depuis tes 3 ans où tu es arrivé chez TikTok, c'est une hypercroissance pour toi en termes de développement, ou tu avais déjà vécu ça avant, en termes d'accélération de format publicitaire, de maturité des équipes, de l'offre aujourd'hui? Enfin, c'est quand même assez incroyable. En 3 ans, finalement, si je résume un tout petit peu la présence française, c'est 3 ans. Alors, TikTok existe depuis plus longtemps. Oui. Évidemment. Mais il y a quand même une hypercroissance, je trouve, de l'offre TikTok en France, non? Alors, c'est certain. L'entreprise a choisi d'investir en France depuis le départ. Donc, on a des personnes qui travaillent dans le produit, qui sont basées à Paris. D'accord. Si je devais faire le parallèle avec mes boîtes d'avant, qui étaient très bien aussi, qui étaient très fortes sur le produit, on va pas, je pense que on n'a rien à prouver sur la qualité des produits que peut proposer Google, mais on a des équipes qui sont basées à Paris. Le management a fait le choix d'investir sur le marché français, mais aussi d'un point de vue produit, avec ces équipes qui en fait remontent en temps réel les besoins du marché et ce qui doit être développé pour les annonceurs français. D'accord. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, peut-être par rapport aux boîtes d'avant, lorsqu'on lance un produit chez TikTok, il est disponible dans tous les marchés, il n'est pas disponible qu'aux États-Unis, ce qui était souvent ce qui se passait dans mes boîtes d'avant, où les annonceurs disaient, attendez, si je contacte le bureau de New York, j'aurai un meilleur service que si je contacte le bureau de Paris, qui était finalement un petit peu triste comme observation de la part des annonceurs, parce que c'est vrai que on ne devrait pas être dans ce cas de figure, et d'ailleurs les agences le reprochaient à plusieurs reprises à des marques, pas forcément les marques pour lesquelles j'ai travaillé, mais d'une façon générale, sur le fait que les lancements et les bêtas étaient souvent disponibles principalement aux US. Donc on n'a pas ça chez TikTok. Ce qu'on appelle les product availability ou les go-to-market sont disponibles dans tous les marchés. D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est une nouveauté parce que finalement,
c'est ce qu'on devrait attendre à l'heure d'Internet et du réseau social, c'est-à-dire que c'est disponible partout pour tout le monde. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans les autres sujets, en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a des bêta-tests un peu partout. Alors après, il peut y avoir des marchés tests, ça je peux le comprendre. Il y a souvent des marchés tests. Le Brésil est souvent un marché test. Ouais. C'est Brésil, je l'ai vu 10 fois. Donc c'est très souvent le Brésil. Pourquoi ? Il y a énormément d'audience, ils sont ultra connectés, ils sont surtout très mobiles. Ouais. Mais ils n'ont pas vécu Internet, eux. En fait, ils ont sauté une génération, quoi. C'est ça. Ils ont sauté Internet, ils sont arrivés dans le mobile et les réseaux sociaux, quoi. Tout à fait. Et je sais que c'est un des plus gros marchés d'influence aujourd'hui, et les influenceurs créateurs de contenu au Brésil, c'est un des plus gros marchés en termes de volume et en termes de taille, alors que ils n'ont pas vécu le passage Internet, quoi. Ils sont directement sautés sur ces sujets-là, et donc c'est un microcosme intéressant pour les marques, parce que du coup ils peuvent tester en avant-première. Voilà. Et puis surtout ils s'emparent des plateformes en très peu de temps. Ouais. Donc tous les réseaux sociaux, d'une façon générale, même si je ne considère pas comme un réseau social, j'admire quand même toutes les plateformes qui se sont lancées en très peu de temps au Brésil et qui ont vu une explosion. Mais c'est un peu le seul marché, je trouve, en Amérique, au-delà des États-Unis, où il y a cette scalabilité, où en fait tu as autant de potentiel marché. Et puis c'est fou, c'est vraiment dans tous les secteurs. En plus, moi j'ai vu tous les secteurs passer là-dessus, et le Brésil, et Carrefour notamment, avec ses catalogues en ligne, WhatsApp, tous ces sujets-là de catalogues numérisés pour un marché qui n'est pas le marché d'origine français, explose au Brésil, quoi. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Et alors, est-ce que tu auras un conseil ? Alors, j'ai compris comment vous accompagnez les marques, mais aujourd'hui, si une marque veut se lancer sur TikTok, qu'est-ce que tu lui conseillerais les questions à se poser avant de venir vous voir pour justement faire tout le training et d'explication finalement et d'apprentissage de la plateforme. Quelles questions elle devrait se poser d'après toi ? Alors, la question qu'elle devrait se poser, c'est est-ce qu'elle est prête à faire évoluer, faire bouger ou déplacer un petit peu ces codes de communication traditionnels ? Est-ce que la marque a envie, oui ou non, d'aller sur une plateforme comme TikTok ? Est-ce que c'est la bonne audience pour elle ? Et surtout, est-ce qu'elle est prête à tester ? Parce que finalement, le plus important de ce que je souhaite qu'on retienne aujourd'hui, c'est que venir sur TikTok, c'est très bien, mais il faut accepter de tester. Tu parlais de l'algorithme tout à l'heure. C'est un algorithme qui nécessite de tester. D'abord sur le format, la longueur. Est-ce que tu poses une voix ou est-ce que tu poses des sous-titres ? Est-ce que tu vas utiliser la musique ou non ? Et tu vas te rendre compte en fait que assez vite pour une marque, qu'est-ce qui intéresse pas ? Est-ce que finalement ça va être si je prends une marque française traditionnelle, les premières marques, la première chose qu'ils vont faire, c'est de pousser du corporate. Le corporate, c'est difficile comme message. Donc assez vite, ils vont se dire non, finalement, on va pousser de l'humain. Donc ils vont montrer les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Puis ensuite, ils vont pousser le savoir-faire ou les métiers qui sont poussés en entreprise. Puis ensuite, ils vont montrer ce qui se passe en back-office, comment ça fonctionne. Et souvent, ils vont se rendre compte que finalement, le plus naturel et authentique et détaché et le plus, entre guillemets, léger sur l'application, le mieux ça fonctionne. Après, tu peux avoir des grands présidents et CEO qui vont parler aussi à leur communauté. Je pense à Alexandre Bompard qui parle à sa communauté, qui va leur dire j'ai besoin de vous, je recrute, je cherche des artisans et vous pouvez postuler dans n'importe quel magasin Carrefour. Donc on voit toutes les typologies d'annonceurs quand même exercer de la communication sur TikTok, mais je dirais que accepter de tester un petit peu, pas prendre le première fois comme un échec, mais plus comme un apprentissage. C'est ce qu'on voit aujourd'hui de ceux qui fonctionnent le mieux. Et alors, moi, je dirais quand même, se lancer en organique, ça vaut le coup parce que il y a aujourd'hui énormément de marques qui ont vu des succès organiques incroyables sur la plateforme qui ne pourront plus voir ailleurs du fait de leur maturité et surtout c'est des plateformes qui sont très établies, qui ont énormément d'utilisateurs et de marques surtout. Donc c'est tester quoi. Tester les choses. Être prêt à lâcher un petit peu ces codes marketing, ces codes de communication pour s'adapter à la plateforme. Et rester dans un test and learn permanent finalement, puisqu'il n'y a pas de recette. Enfin, moi, accepter, d'être dans une communication qui est montante et pas descendante, c'est-à-dire de reprendre des choses qui viennent finalement de la communauté, et c'est eux qui vont donner un peu le là. Et du coup, c'est vrai que première étape, je l'ai dit tout à l'heure, aller sur le moteur de recherche, taper le nom de sa marque, déjà voir ce qui s'y passe, et je pense s'inspirer de ça pour se dire tiens, c'est marrant, sur TikTok, la perception de ma marque, c'est ça. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est aussi un miroir utilisateur qu'ils ont en direct, quoi. Oui, je trouve que c'est une fenêtre sur le monde. Et le monde de TikTok. Ça peut être déstabilisant peut-être, mais ça les prépare en tout cas à lâcher un peu les codes marketing, quoi.
Et aujourd'hui, du coup, dans tes différentes missions aujourd'hui, toi, tu es plus sur certains secteurs d'activité ou tu chapeautes toute l'équipe monétisation, mais oui. Vous avez en France, est-ce que la France a des catégories spécifiques par rapport à d'autres pays? J'imagine peut-être le tourisme doit être important ou... Alors, historiquement, tu l'as certainement suivi, donc je vais pas refaire la genèse, mais les maisons de couture et de beauté sont arrivées assez vite sur la plateforme, pour plein de raisons. Il y avait des directeurs de création qui étaient fans de l'application, qui avaient envie d'y être. D'autres qui voyaient une expérience un petit peu anthropologique, où ils venaient sur TikTok pour s'inspirer. Et en fait, en se disant, c'est là que ça se passe. Ouais. On a vu du coup une émergence très naturelle de toute la mode et la beauté assez vite sur la plateforme. Depuis, on s'est beaucoup diversifié. Donc aujourd'hui, tu as plus de 10 grandes verticales. Et c'est vrai que tu as raison. Les 3 plus actives sur ces derniers mois, en tout cas celles qui ont le plus émergé, tu vas retrouver du coup la fintech, qui n'était pas nécessairement présente sur TikTok au début, mais comme il y a eu un vieillissement de l'audience, finalement a réussi à trouver son public, exactement. Le tourisme, bien évidemment. Tourisme qui est en pleine explosion sur l'application. Alors c'est génial. Moi, je t'en ai parlé un petit peu. Le tourisme est quelque chose qui me tient très à cœur. On a eu beaucoup de compagnies aériennes qui se sont lancées post-Covid. Et maintenant, on a surtout des tours opérateurs, des hôteliers qui se lancent sur la plateforme. On avait des grands hôtels. Et maintenant, on a des groupes de tours opérateurs type Fram, etc., qui viennent sur TikTok, qui se lancent, qui font découvrir les villages, qui font découvrir finalement leur personnel dans les villages et qui donnent rendez-vous aux Français pour l'été et la saison 2023. Donc c'est vraiment très chouette. La dernière verticale qui est en pleine explosion, c'est l'e-commerce. Naturellement, parce que nos formats ont évolué. Alors, on a réussi à lancer la quasi-totalité des e-commerçants sur les 6 derniers mois, en les embarquant avec nos nouveaux formats publicitaires. Donc ça, c'est une chose. Mais aussi en allant travailler, donc pas uniquement le bas du funnel marketing, mais aussi le milieu. Donc je reviens un peu sur mes sujets de considération, mais l'exemple dont je voulais te parler, c'est l'exemple de La Redoute. La Redoute est quand même la plus vieille marque française de vente à distance, mais aussi, donc on peut dire que c'est un des plus vieux retailers du marché français. Et en fait, on a travaillé avec eux sur plusieurs mois sur qu'est-ce que pouvait être finalement de la considération pour une marque aussi connue que La Redoute sur TikTok. On n'est pas parti sur ce que tu pourrais imaginer, on n'a pas refait des danses comme on l'avait fait il y a 2 ans. On est parti sur du discovery, de la découverte et essayer de faire que TikTok soit utile pour la communauté des personnes qui achètent des clients La Redoute. Donc on a développé une série de formats en fait qui sont des formats organiques que tu peux retrouver depuis la page et en fait tu verras il y a tout un catalogue aujourd'hui autour de la maison, la décoration qui sont disponibles depuis l'application. Donc il y a des créateurs TikTok, notamment je pense à Sami Messaoudi qui a travaillé sur ce contenu et qui nous a aidé finalement à développer des formats un peu plus longs où ils font découvrir finalement une expérience de déco, une expérience maison de La Redoute sur TikTok et qui les embarque un peu dans cet univers de la décoration et de la maison. Donc on a des formats avec La Redoute qui sont dédiés à la vente pure, mais on a également des formats de découverte pour inspirer, donner envie et développer et augmenter la considération de cette marque auprès de la communauté française. Ouais, du coup, c'est tout le conseil qu'ont voulu faire les marques à l'époque d'Internet, qu'ils n'ont jamais réussi à faire, parce que compliqué, les fiches, les machins, enfin, les gens ne les lisaient pas, n'arrivaient pas dessus. Oui. Là, pour le coup, on a la possibilité d'avoir des vrais créateurs, plutôt et puis, experts du sujet, qui vont vraiment... Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est fait assez subtilement, mais en fait, La Redoute va dire... Alors, le créateur, il reçoit donc son carton, tu le vois qu'avec son carton, qui déballe son carton, et il se dit ce qui est génial, c'est que tout ce que je n'aime pas, je le renvoie. Et c'est assumé, en fait, dans la communication de La Redoute. Et finalement, c'est un plus qui est super important. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver du produit pas trop cher sur Internet, c'est facile. Pour pouvoir contacter le service client, c'est une autre paire de manches. Et pour pouvoir renvoyer en temps et en heure, c'en est une autre. Donc, c'est vrai que cet exemple de La Redoute est un vrai succès pour nous. Et j'invite... les personnes qui nous écoutent à regarder un peu. C'est sur le compte de La Redoute. Sur le compte de La Redoute, ouais. Ok. Et du coup, ça, c'est de la collaboration. Enfin, complètement. Le créateur affiche qu'il est en collaboration avec la marque, il y a aucun souci là-dessus et. Complètement. Et d'ailleurs, il reste dans son rôle, quoi. Il reste complètement dans son rôle et d'ailleurs, dans les commentaires, souvent, ils vont indiquer, ils vont dire, voilà qui il faut contacter, voilà le lien vers la bonne personne. Ils jouent leur rôle aussi d'ambassadeur et d'intermédiation en fait, parce que t'as des gens qui vont aussi dire moi je voudrais justement leur parler ou j'ai pas aimé ça ou j'ai aimé ceci ou
Le service client est un vrai sujet aussi sur ces marques-là. Donc, absolument. Si à un moment donné, la plateforme peut aider et faciliter finalement la mise en relation avec les bonnes personnes, ça sert à ça aussi, parce que on parle beaucoup de contenu, de création, etc. Mais des fois, même dans d'autres sujets, le service client est important et quelque part, d'avoir accès à la marque directement via l'intermédiaire d'un créateur, c'est utile, quoi. Mais je trouve que tu as totalement raison, mais je trouve que plus tu es sincère et authentique sur une plateforme comme TikTok, mieux ça se passe avec l'audience. Et d'ailleurs, on voit que les commentaires sont plus positifs, finalement. Et les gens vont raconter un truc cool, ils vont mettre un lien d'un truc qu'ils ont aimé, qu'ils ont acheté, qui est sympa. On revient sur finalement cette dimension de communauté, de découverte. Ouais, d'authenticité. C'est vrai que des fois les services clients sont submergés parce que la promesse produit est plus forte que la réalité. Donc il y a déception, et donc il y a plainte, et il y a mécontentement. Mais si en fait tu dis ce que tu fais et avec tes travers que tu peux avoir aussi, parce que ça peut exister d'afficher et d'accueillir ces travers qu'on peut avoir comme peuvent avoir toutes les marques, c'est mieux accepté, quoi. Après c'est en état de cause, quoi. Complètement. Donc ça c'est important pour les marques et il faut qu'elles le comprennent, quoi, parce que c'est pas évident des fois. Super, écoute, qu'on avait un autre cas à voir ensemble, je crois pas, mais tu voulais m'en citer un autre, je crois. Non, c'est pas forcément un cas. Parce que c'est intéressant les cas, parce qu'en fait ça concrétise pas mal d'expériences. Et en plus, on peut tout retrouver sur la plateforme, donc je pense que je raconte, c'est exactement. Il faudra, je pense, remettre les liens et notamment. Alors, on a parlé de travaux.com, c'est pas forcément un cas client dont je souhaitais vous parler, c'est plus une évolution finalement de notre mesure et la capacité de voir si TikTok fonctionne ou non pour les marques, notamment sur le marché français. Et en fait, nous avons annoncé un partenariat hier avec LiveRamp qui a été en test sur plusieurs mois. L'idée étant de montrer l'efficacité des dispositifs publicitaires qui ont été déployés en France avec la mesure d'audience de LiveRamp. D'accord. Donc eux vont passer par des partenaires tiers et des retailers pour pouvoir mesurer l'impact sur les ventes. Et pour revenir sur les chiffres dans les grandes lignes, je vais pas rentrer dans tout le détail. Mais en gros, on a fait en retour sur investissement sur les campagnes de pub TikTok, on est à 2,6, donc 2 fois 6 en ROI. Donc ce sont des très belles performances. Donc on peut surtout que c'est des annonceurs qui en général sont là pour la première fois, donc on n'a pas forcément tout l'historique. Donc très belle performance. Et en termes de TikTok, avec et sans TikTok dans un plan média, on est à plus 11% de vente, du coup, sur la période donnée. Auprès des retailers français, donc c'est ce qu'on appelle des uplifts de vente qui sont très importants. Donc on est hyper content de ce partenariat. Donc il est maintenant disponible pour toutes les marques françaises. Donc toutes les marques peuvent mesurer leur efficacité publicitaire, à condition d'être alors voilà, naturellement, et d'être chez les points de vente et les retailers français et distribuer. Donc LiveRamp aujourd'hui a une suite de partenaires qui leur permettent de remonter en temps réel ces données, mais on va dire que c'est un pas énorme pour pouvoir montrer l'efficacité de notre plateforme et surtout en complémentarité des autres médias qui restent le nerf de la guerre. Oui, parce que là, du coup, tu as une vraie mesure d'audience par un tiers, pour le coup, qui va venir auditer et voir si effectivement ça a fait bouger les ventes. Et donc 2,6, c'est quand même beaucoup. Sur du ROI, c'est très bien. On va parfois beaucoup plus loin avec certains annonceurs qui maîtrisent parfaitement la plateforme, mais on va dire que déjà, même pour un annonceur lambda, d'être sur un ROI positif, c'est hyper positif. C'est positif. Bon, écoute, en tout cas, nous, je sais qu'à l'agence, on a beaucoup de demandes sur TikTok, donc je te confirme l'intérêt des marques. Après, on en est dans l'éducation. Donc, pas mal de discussions sur faut lâcher, j'imagine. Faut oublier la cible média presque, parce que des fois, il y a aussi ça qui est intéressant, je trouve, à travers l'algorithme, c'est finalement, c'est l'algorithme qui va faire le plan média. Et ça c'est un vieux réflexe de marketeur, mais de sortir de ces cibles médias. Alors, on peut les avoir au début pour voir si la plateforme correspond, mais après, il faut éviter les ciblages. C'est nous qui allons jouer aussi aux meilleurs cibleurs, alors que finalement, l'algorithme. Le meilleur ciblage, je pense, sur la plateforme, c'est le contexte. Bah oui. C'est la puissance et la force de TikTok. Il suffit d'aller voir les hashtags. En France, enfin, c'est une manne de contenu énorme, donc ciblé de façon contextuelle. C'est définitivement ce qu'on souhaite développer de plus en plus pour les marques. Ce qui est difficile côté agence aussi, parce que les agences médias sont aussi formatées aux cibles, ce qui est leur métier. Donc, les marques et les agences médias se parlent bien, enfin, en tout cas, parlent le même langage aujourd'hui. La vraie difficulté, c'est de faire basculer les deux vers cette acceptation de l'algorithme et du test. Donc nous on est souvent à l'intermédiaire entre les deux pour éduquer d'un côté et montrer que ça fonctionne en ayant cette expérience de test and learn permanente finalement.
Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet pour les marques de lâcher prise. Et ça, c'est tout le succès, je crois, et les vrais succès n'ont pas été forcément médités en amont. Donc, je pense que c'est les meilleurs exemples que tu puisses avoir, quoi. C'est très juste. Mais après, bon, il faut du temps. Ça fait que 3 ans finalement qu'on les éduque, hein. Enfin, bien que sûr. tu les éduques. Et du coup, je pense que on les éduque. Ouais. Aujourd'hui, on a besoin de l'écosystème français et on a besoin de nos partenaires. Les agences sont clés pour nous, quelles qu'elles soient, hein, médias, créatifs, influence. Donc votre rôle, il est essentiel pour nous. Et on essaie de rester le plus disponible et humble possible et de se dire que, en effet, l'A/B testing, c'est ce qui fonctionne bien. Des sessions d'inspiration, parler des grandes tendances sur l'appli. Non, c'est chouette. Et vous avez un événement en France ou pas? Où j'ai raté un gros événement qui permet justement de rassembler pas mal d'annonceurs et donc d'avoir un genre de point régulier sur les grosses tendances pour parler à plusieurs personnes en même temps et éviter les one-to-one peut-être? Alors aujourd'hui, on était plutôt sur aller à la rencontre finalement d'événements existants. On nous a beaucoup vus. Ouais. On a fait beaucoup de choses, énormément de choses. Je dirais qu'on a eu un calendrier marketing qui était, qui relève un peu de l'exploit. Honnêtement, je parle des équipes qui font ça au quotidien ici et qui se sont démenées pour qu'on soit présent aux 4 coins de la France. Je pense qu'on a fait tous les salons de France et de Navarre pour faire découvrir TikTok parce que le rôle éducatif est clé. Et en fait, si on fait pas découvrir nous, c'est très difficile pour les gens de s'embarquer sur la plateforme et de comprendre comment ça marche. Donc, on a été très présents sur le terrain. À ma connaissance, il n'y a pas d'événement qui est planifié sur le 2e trimestre. Peut-être qu'il y en aura un sur le 3e ou 4e trimestre qui va toucher tous les annonceurs. On essaye, nous, quand même, d'avoir cette entrée verticale et de se dire que lorsqu'on va sur un salon, tu vois, on a quelque chose qui arrive autour du tourisme sur lequel on a déployé pas mal de ressources internes. Parce que quand tu parles à des patrons de tour opérateurs qui ont quand même des problématiques hyper précises et qui sont qui ont des marges relativement faibles, qui ont énormément de mal à recruter. Donc, on essaie de venir quand même avec quelque chose. Alors, une solution, mais surtout un discours qui va être adapté à ces annonceurs et à leur univers de marque. Quand tu parles aujourd'hui, il y a de la fintech, il y a un univers de compliance qui est quand même relativement compliqué en France. Donc, on essaie systématiquement d'adapter un petit peu notre approche. Mais je ne doute pas qu'on aura d'autres occasions et qu'on va avoir des occasions de faire des grands événements cette année. Vous êtes présent au Cannes Lions ou pas? Nous serons bien sûr présents au Cannes Lions. Oui, bien sûr. Parce que là, t'as un mix d'agences et d'annonceurs. Complètement. Alors, tu as raison. J'étais sur mon truc France, mais oui, en effet. C'est en France, mais c'est international. Exactement. Aujourd'hui, c'est vrai que je dis ça, mais on est quand même beaucoup d'annonceurs français les autres années. Mais j'ai quand même vu beaucoup plus de mes collègues américains que de mes collègues français. Le Cannes Lions, c'est un sujet américain. C'est leurs vacances, c'est leur spring break à eux. Ils viennent à Cannes, ils sont contents. C'est ça, c'est la 3e semaine de vacances. C'est la 3e semaine à eux. Puis c'est pour féliciter les créatifs qui en général ont bien travaillé. C'est vrai. C'est une récompense quoi d'aller à Cannes. Et alors pour le coup, tu as raison. Et on a présenté des cas sur les 2 dernières années. On représente un cas cette année aussi. Donc ce sera la semaine de la créativité pour nous. Super. Écoute, on arrive à une partie de l'interview où j'ai 4 questions, 4 associations d'idées. Je te donne un mot, tu m'en donnes un autre. Ça peut être plus, évidemment, mais à toi de voir. Si je te dis créateur. Considération. Influence. Marketing 2.0. Algorithme. TikTok. Et la culture. Les métiers d'art. Super. Et alors, les 3 dernières questions de closing que j'appelle. Est-ce que tu as un prochain projet TikTok qui va arriver en France sur lequel on peut s'exprimer et en parler maintenant, ou c'est un peu tôt? On a parlé de LiveRamp, là, qui est quand même un vrai sujet d'actualité. Hein. Oui, alors le second trimestre, sans rentrer dans tous les détails de ce qu'on va annoncer auprès de la presse, sera dédié à l'expérience commerce et shopping. Donc, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Super. Et je pense que d'ici la fin du mois de juin, on sera en mesure de communiquer avec vous sur ce qui va être lancé. Alors, nous sommes toujours en phase de test, c'est pour ça qu'on garde le test confidentiel, mais tout sera lancé d'ici la fin du 2e trimestre. Donc, beaucoup de choses sur la dimension commerce, shopping. Super. Est-ce que tu auras un conseil pour des jeunes, ou même pas que des jeunes, mais des gens qui voudraient rentrer chez TikTok en France? Est-ce que tu auras un conseil à leur donner? Alors, il y a des jobs qui sont disponibles sur toutes les plateformes et également directement sur notre site carrière. Donc là, on recrute? Donc, en France, à l'étranger, on recrute dans tous les pays. On a des centaines de jobs disponibles à travers différentes parties de l'organisation. Donc, je dirais que tout le monde a sa place chez TikTok. Ensuite, ce qui a évidemment très bien fonctionné, c'est qu'on a des gens qui nous envoient des TikTok. Donc évidemment, on se les envoie et ça nous fait, je pense que ça nous fait marrer. Et puis surtout, on apprécie l'audace en fait de certaines personnes et on se rend compte que
Mais il y a beaucoup de passion et de passionnés sur TikTok. Donc, c'est vrai que je dis pas que tout le monde doit le faire, mais ça a bien fonctionné comme ça. Moi, j'aime bien les gens qui m'écrivent aussi en direct. D'accord. Et j'essaye de faire attention à y répondre systématiquement. Donc, toutes les personnes qui m'écrivent en direct et qui me demandent mon avis ou qui souhaitent me dire, voilà, j'ai pas eu de réponse ou malheureusement, ce poste-là, ça fonctionnait pas. Est-ce qu'il y en aurait un autre? Est-ce que vous me recommandez? Oui, honnêtement, ça fonctionne bien. Et moi, personnellement, j'y réponds. Je dirais pas que tout le monde y répond autour de moi, mais j'y réponds. On apprécie aussi l'audace et le fait que les gens essayent, en fait, de rentrer par plusieurs portes. Ouais, puis ça montre une certaine motivation et un intérêt, en tout cas. Pour la seule chose que je ne recommande pas, c'est d'essayer de venir sur place directement pour postuler. C'est un petit peu trop, on va dire. Ouais, donc, il faut trouver le juste milieu entre... Donc, TikTok et email, ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne très bien, les emails et toutes les plateformes sociales et même d'écrire sur TikTok, ça fonctionne aussi. Ouais, ça marche. Et est-ce que tu aurais, alors, si tu devais partir en vacances ou dans une île déserte, est-ce que tu aurais une série avec toi que tu emporterais? Ou un livre, hein? Une série, alors plutôt longue, si je devais partir sur une période longue, La Servante écarlate. D'accord. Voilà. Super. Bon, il faut juste qu'il y ait un peu de réseau et un peu d'électricité, mais c'est toujours le sujet. J'ai plein de bouquins que je pourrais emmener. Je sais pas s'il y en a un en particulier, mais ouais. Ouais. Bon, bouquin, série, c'est bien, quoi. Bouquin, série, c'est sûr. Peut-être une planche de surf. Ah ouais. Pour enfin Oui, c'est exactement. Tu surfes du coup? Alors, Très mal, mais j'aime bien ça. T'aimes bien ça? Exactement. Ah, super. Et est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour venir au podcast? Je ne sais pas si c'est la personne pour parler du marketing et de l'influence qui sera peut-être la plus adéquate, mais je l'ai rencontré lors d'une formation courte que j'ai fait chez HEC, donc formation qualifiante pour les exécutifs qui se fait au château d'HEC. Et du coup, c'est un monsieur extraordinaire et que j'ai trouvé passionnant, qui s'appelle Michel Tonini. Donc c'est un Français astronaute qui a eu l'opportunité de monter dans qui a fait plusieurs missions, des missions russes, donc il parle russe couramment, mais également des missions américaines, européennes. Il est absolument incroyable et il est venu nous parler à plusieurs reprises du travail en équipe et du respect des tâches et de la communication. Donc la métacommunication, donc comment expliquer en fait tous les jours que tu fais la même tâche et comment tu l'as fait, de pouvoir s'assurer en fait que la personne qui est en face de toi soit en confiance absolue sur le fait que tu as respecté ta tâche, que tu n'as pas dépassé également ta mission. Ça paraît très simple comme discours, mais quand on est dans une entreprise comme nous, d'hypercroissance qui se crée, où finalement la courbe d'apprentissage est hyper rapide et du coup forcément les responsabilités sont parfois un peu floues, j'ai trouvé qu'il était absolument exceptionnel. Il est venu parler auprès de l'équipe également, donc je l'ai fait revenir. Il a plusieurs modules sur lesquels il intervient chez HEC. C'est un professeur exceptionnel et je dirais même un homme exceptionnel. Il y a plein de vidéos de lui sur différentes plateformes. Il s'appelle Michel Tonini. On compte sur toi pour la mise en relation parce que c'est des vrais sujets d'organisation et de... Avec plaisir. C'est vrai qu'il y a l'hypercroissance, mais aussi l'hypervitesse, c'est-à-dire que tout va vite et tout est... On a l'air de maîtriser pas mal de sujets à chaque fois et en même temps, il faut déjà bien faire des tâches, enfin, en tout cas les siennes. Et j'imagine que dans une navette spatiale, il faut pas rigoler, quoi. Chacun sa tâche, quoi. Exactement. Et en même temps, si t'as l'occasion de le rencontrer, il est hyper sympa. Bon, donc, je peux dire que la résistance au stress, ça lui parle. Ouais, donc, si tu veux lui poser des questions là-dessus, tu seras... Oui, exactement. Tout va super. bien. Mais écoute, merci beaucoup Arnaud pour cet entretien. C'est moi qui te remercie. Merci pour cette opportunité. Merci de nous avoir éclairé sur TikTok et TikTok en France et donc à cette hypercroissance qu'on va suivre de loin. Avec grand plaisir. Merci bientôt. à toi. À très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.